Bon, bah, écoutez, c'est toujours très difficile, mais je sais ô combien Myriam est convaincante et dynamique pour vous maintenir en attention pour ce dernier atelier, entre guillemets. Je tiens à dire qu'effectivement, on va parler de leadership régénératif. Alors, j'ai lu un petit peu tout cela et je dirais que je pense que toutes nos entreprises et nos territoires doivent envisager leur développement au sein des limites planétaires. Ce défi, pour moi, il est sans précédent dans l'histoire de notre civilisation. Et puis la régénération est pour moi une des clés de cette mutation du leadership. Et le leadership doit vraiment s'emparer de ce sujet-là. Je pense que les leaders de demain devront également, on l'a vu aujourd'hui, réconcilier viabilité économique d'un projet et impact écologique et humain. Également, et ça, c'est pas pour faire plaisir à Myriam, mais je sais que ce sujet lui importe, mais je pense que le leadership régénératif doit aussi intégrer tout le paradigme, le nouveau paradigme énergétique qui nous touche. Et j'espère qu'ils vont arriver à nous convaincre de tout cela et nous éclairer beaucoup plus que je ne l'étais, moi, jusqu'à maintenant, sur ce domaine-là. Mais en introduction, et puis comme je sais que je n'aurai pas l'occasion après de conclure, je dirais que pour moi, effectivement, en cherchant l'inspiration dans le monde naturel, les principes du leadership régénérateur fournissent un cadre pour une vie plus inspirée dans nos affaires et dans notre vie. Voilà l'introduction que je voulais vous faire. Et puis, bien, écoutez, moi, c'est un honneur toujours de présenter et de venir. Ça fait 11 ans que je suis là, que je viens tous les ans. Et j'ai toujours autant de plaisir à écouter Myriam. Donc, je te passe la parole. Oui, je vais essayer d'être brève parce que, quelque part, ça fait 3 ans, on avait annoncé qu'on lancerait des travaux sur quelque chose qui est assez évident et qui a transparu pendant toute la journée et qui est la suivante. On ne peut pas, à un certain moment, obliger les gens à changer parce qu'il y a l'urgence climatique ou parce qu'il y a une contrainte réglementaire. Et donc, on s'est dit, mais au-delà de ça, au-delà de cette pression, qu'est-ce qui pourrait nous donner envie de changer réellement? Et je crois que quelque part, ce livre que vous avez en avant-première qui sortira début janvier, c'est l'aboutissement de cette réflexion qui a mis du temps à se former et qui s'est fait au travers de rencontres. Donc Pierre va vous en parler beaucoup mieux que moi. Moi, j'ai juste envie de vous parler un petit peu de leadership avant que Pierre vous en dise un peu plus. C'est difficile de définir le leadership quand on est en France parce que, évidemment, il y a un caractère un peu moins rationnel. On a essayé de définir et on a l'impression que tout ce qui n'est pas juste scientifique est un peu inutile. Or, je rappelle qu'aujourd'hui, manager, ça a toujours été 4 fonctions, organiser, planifier, diriger, contrôler. Or, diriger, aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a écrit chef sur ma carte que les gens vont me suivre. Et donc, c'est bien lidérer. Mais qu'est-ce qu'on met derrière ce mot lidérer? Alors, ça prendrait évidemment des heures qu'on n'a pas. Donc, je vais juste me contenter de mentionner quelques citations de gens qui ont plus réfléchi que moi. La première des choses, c'est un message que j'ai envie de donner aux plus jeunes d'entre nous, parce que je crois que cette réflexion, elle s'adresse avant tout à toutes ces personnes qu'on sent dans cet état d'éco-anxiété paralysante, puisque la peur, c'est une émotion pas ressource du tout, mais paralysante. C'est leur dire que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Ce n'est pas de moi, c'est de Mandela. La deuxième chose que j'ai envie de leur dire, c'est la vie est trop courte pour la passer à regretter tout ce qu'on n'a pas eu le courage de tenter, Marie-Claude Bussière. Et puis, il y a peut-être une invitation de Gandhi qui nous disait, écoutez, il faut se réinventer pour réinventer le monde. Ou Marie Curie, qui nous apprenait que dans la vie, rien n'est à craindre et tout à comprendre. C'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps à essayer de comprendre des choses qui ne sont pas faciles. Et je vous remercie à tous d'être encore là parce que je sais que c'est une journée un peu difficile. Et donc, il faut, disait Marie Curie, prendre le temps de comprendre davantage pour avoir moins peur. Et je crois que c'est ce qu'on fait. Enfin, je terminerai avec Einstein qui nous disait que l'imagination est plus importante que la connaissance, car la connaissance est limitée, tandis que l'imagination englobe le monde entier, stimule le progrès
et suscite l'évolution. Et enfin, un mot sur l'espoir. Un monde sans espoir est un monde irrespirable. Voilà un petit peu pour vous donner le ton et vous donner l'envie de lire ce que vous allez retrouver dans ce livre, et Pierre va vous en dire un peu plus à nouveau, qui est quelque part, on a accepté de se confier de façon plus intime sur les ressorts qui sont des ressorts d'action au-delà de la connaissance. Et ce qu'on aurait envie, Pierre et moi, c'est que chacun d'entre nous trouvions les nôtres. Et si vous êtes ici, eh bien évidemment, on n'a pas trop de doutes, mais surtout que nous puissions aider davantage ceux qui n'ont pas trouvé ces ressorts à les trouver. Voilà ce que j'ai juste envie de dire ce soir. Je passe la parole à Pierre, qui est un spécialiste des spiritualités et des intelligences. Et on avait besoin, vous voyez, de ces nouvelles compétences pour aborder ces sujets complexes. Merci beaucoup Myriam. Petite question technique pour faire défiler les slides, c'est la zapette ? Ouais. D'accord. Voilà. Parfait. Donc oui, effectivement, ce petit livre que vous avez vu dans l'espace stand, qui est disponible gratuitement aux participants de ces 2 journées, est le résultat de 2 années de travail. Et donc, il est le résultat d'un chantier qui a été lancé à l'université d'été 2021 avec cette question. J'ai mis la phrase dans son intégralité parce qu'à l'époque, c'est comme ça qu'elle est apparue lorsqu'on a discuté ensemble avec Myriam. Quelle place pour la recherche de sens et l'intelligence émotionnelle dans le développement d'une croissance vraiment durable, avec une vivacité positive et une réflexion enthousiaste, sans peur coupable ni angoisse face aux menaces. Alors, tout un programme, n'est-ce pas ? Et donc, nous nous sommes lancés dans ce chantier sur 2 idées. Myriam avait déjà fortement envie de travailler sur la définition d'un nouveau paradigme éco-énergétique. Et moi, je venais de me lancer de façon pionnière sur la promotion de l'intelligence spirituelle en France. Je suis expert, formateur, pionnier en intelligence spirituelle en France. Ça existe depuis plus de 20 ans dans le monde anglo-saxon. Et donc, nos univers nous semblaient un peu distants, voire irréconciliables. Et on s'est posé ce challenge. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose ensemble, de dialoguer ensemble et de trouver un terrain commun où on peut réfléchir ensemble à l'avenir ? Alors, 2 ans plus tard, effectivement, le résultat de nos travaux, de plusieurs rencontres, j'ai mené 20 interviews de personnalités du monde économique, politique, universitaire, scientifique, associatif, culturel. On a mené plusieurs entretiens avec des chercheurs, des chercheuses, par exemple Catherine Emlé-Périssol, qui nous ont apporté des points de vue plus holistiques pour traiter toutes ces questions qui se posaient à nous, tous ces sujets qui se posaient à nous. Par exemple, Catherine est à la fois médecin, psychothérapeute et experte en intelligence émotionnelle. Donc, vous voyez, elle a eu un apport assez intéressant. Et donc, 2 ans plus tard, après donc, de nombreuses rencontres et une année de rédaction, on a ce livre, qui est un petit livre modeste, de 130 pages, qui fait le point pour la première fois en langue française sur un phénomène dont on entend de plus en plus parler et qui est une tendance montante, une mouvance montante, qui est le phénomène de la régénération. Alors, dans ce livre, le point est fait de plusieurs façons. 1, de quoi parle-t-on quand on parle de régénération ? On observe des mécanismes qui sont au cœur du vivant, de différentes façons, dans les êtres vivants, dans l'être humain, dans les insectes, dans les animaux, dans les sols, dans les écosystèmes, etc., etc. Et donc, on a un panel de tableaux qui présentent comment fonctionnent les mécanismes de la régénération dans les différentes facettes du vivant avec lesquelles nous sommes en relation, évidemment, constamment. Ensuite, il y a plein d'exemples qui mettent en valeur la façon dont certaines personnes pionnières se sont saisies de ces mécanismes de la régénération pour les transposer dans nos activités humaines. Ce qui fait que, depuis environ 2 ans, donc
voyez, c'est très récent. 2 ans, on parle d'entreprise régénérative, ou TRIS. On parle d'économie régénérative. On parle d'agriculture régénérative. On parle de médecine régénérative. Et ainsi de suite. Mais de quoi parle-t-on exactement? Et donc c'est une autre façon de se saisir du phénomène, c'est de voir comment certaines personnes pionnières ont pris les mécanismes de la régénération, tels qu'on peut les observer dans le vivant, et les ont transposés, ou en tout cas ont essayé de le faire, dans leur domaine d'activité. Et donc on arrive avec cette idée qu'il y aurait la possibilité de construire une civilisation régénérative, c'est-à-dire un mode de société où dans nos différentes activités humaines, on pourrait appliquer ces mécanismes régénératifs qu'on observe dans le vivant depuis l'origine de la vie. Et donc une promesse d'espoir pour le futur, qui effectivement n'est pas techno-technique ou scientifique pur et dur, qui n'est pas à 100% de l'ordre de l'ingénierie, qui va puiser dans d'autres ressources, les ressources humaines, les dimensions humaines dans les sciences humaines, d'où les notions d'émotion, de recherche de sens, avec lesquelles on avait démarré. Alors, effectivement, la crise éco-environnementale, elle est souvent traitée à travers le leadership classique par le biais technique et scientifique. C'est une bonne chose, mais ce n'est plus suffisant. Réussirons-nous le défi énorme qui est face à nous, dans lequel nous sommes, en réalité, la crise éco-environnementale? La régénération serait-elle de nature à nous aider de manière décisive sur ce chemin-là? Peut-être qu'elle apportera, en plus des aspects scientifiques et techniques, quelque chose qui est de l'ordre de l'enracinement dans le vivant, de la reconnexion au vivant, et donc à nous-mêmes, dans nos activités. Quelque chose qui est de l'ordre d'une vision panoramique profonde, d'une compréhension de nous-mêmes et de notre place dans la nature. Quelque chose qui est de l'ordre d'un souffle qui est susceptible de nous animer pour construire quelque chose qui soit durable et désirable pour les générations futures et qui lutte efficacement contre l'éco-anxiété. Voilà, donc un tout petit livre, mais qui possède peut-être quelques grandes ambitions, certainement démesurées, on s'en excuse, mais on vous invite vraiment à le lire et à le lire avec attention, et on vous remercie par avance avec Myriam pour votre lecture attentive. À la fin du livre, il y a la question que la régénération, c'est avant tout un état d'esprit, au-delà des solutions. Et puis il y a un QR code, donc vous voyez, on revient à la technique, mais tout est entremêlé, peut l'être. Il y a un QR code qui vous envoie sur une page du site web E5T, où vous aurez des informations actualisées sur la vie de ce livre et des événements qui vont s'y rattacher dans les mois à venir. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, je vous exhorte tous à prendre le livre. J'ai commencé à le feuilleter un petit peu. Et très honnêtement, je pense que c'est un bouquin dans lequel on peut se plonger assez rapidement. Et bravo à vous en tous les cas. Merci. Et puis, je crois qu'on va te repasser le micro, Myriam, pour que tu puisses conclure cette journée, je crois. Merci. Alors, je vais demander à Raphaël de me rejoindre, parce que vous avez vu que Raphaël a le sens quand même de la formule, et que si je me remets un peu plus dans ce bouquin, il y a des moments, il y a des choses qu'on a écrites et qui m'ont donné envie de pleurer. Donc, vous voyez, il vaut mieux qu'on passe à des choses plus d'économistes. C'est une journée riche, Raphaël, je crois, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu retiens de cette journée? Je retiens que les intervenants nous ont montré qu'il y avait beaucoup de solutions, que les politiques climatiques avaient des bénéfices qui étaient évidemment environnementaux, mais aussi sanitaires et économiques, mais qu'il n'y avait pas de problème de ressources, mais d'allocation de ressources. C'est-à-dire que si on regarde ce que représente la finance climat, ça représente qu'une niche de la finance et qu'il y a une marge de manœuvre extrêmement importante pour financer les nouvelles technologies, notamment. Et je note aussi qu'il n'y a pas de solution miracle. Les intervenants nous ont dit plusieurs fois ne pas croire uniquement à la sobriété, uniquement à la technologie, uniquement à la tarification carbone. Il n'y a pas de solution qui serait l'alpha et l'oméga, mais un ensemble de leviers à utiliser simultanément. Par exemple, quand il y a eu la référence sur la tarification carbone, on a vu que ça recouvrait 70% du PIB, mais seulement 20% des émissions. Donc on voit bien qu'il n'y a pas un instrument tout seul qui constitue un remède miracle.
Et le dernier point que j'ai retenu, c'est que la justice climatique, c'est très important. C'est une question de coopération, d'anticipation, de coopération internationale. Et donc, il faut tenir compte de la dette climatique dans les négociations qu'on a avec les pays dits du Sud. Et qu'enfin, et ça c'est par rapport à la dernière table ronde, que la notion de désir était très importante et qu'il faut rendre ce défi que nous allons relever collectivement, montrer qu'on y a un intérêt et donc ne pas être défaitiste et vouloir rendre les pays les plus pauvres, qui sont déjà les plus vulnérables au réchauffement climatique, chercher à les appauvrir encore plus avec de la décroissance, ou alors demander aux gens de se serrer la ceinture dans les pays de l'OCDE, alors qu'on peut tout à fait combiner, comme on l'a dit aujourd'hui, fin du mois et fin du monde. Merci Raphaël. On ne peut pas faire mieux que Raphaël. Bon, moi, en tout cas, j'ai retenu ce matin qu'il ne fallait pas rentrer ni dans l'impasse de la surcroissance, ni de la décroissance. Il y aura beaucoup à dire là-dessus. Vous avez passé une grande journée. Vous avez été très studieux. C'est vraiment une façon d'être à la hauteur de vos engagements. Je crois que pour aujourd'hui, on a fait notre part. Tomorrow will be another day. Alors un grand merci et rendez-vous à l'aquarium dans quelques instants. Merci à tous.